Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, où que vous vous trouviez. Aujourd'hui, pour ce nouveau webinaire, nous avons le grand plaisir d'accueillir Rachel Marie Paling, connectée depuis l'Espagne et plus précisément de Tarragone. Rachel va nous présenter neuroéducation et révolutionner l'apprentissage. Bonsoir Rachel. Bonsoir, Tarragone ici. Alors Rachel, comment vas-tu? Comment te sens-tu? Je vais bien, mais je suis un peu nerveuse. Ok, Un ça petit va bien peu. se passer, ne t'inquiète pas. Alors, d'origine anglaise, tu parles anglais, espagnol, italien, allemand, catalan, un petit peu d'arabe, un petit peu de russe et un tout petit peu de français. Oui, un petit peu de français. C'est Et là, vrai. On et y là, va. on y va. Et moi, j'ai une question à te poser en entendant tout ça d'ailleurs. Bah, est-ce que ça te dérange pas de nous raconter une petite anecdote avec la police italienne? Je ne sais pas si tu vois de quoi je veux parler. Oui, je sais, je sais. Vraiment, je sais. Je parle beaucoup de langues, c'est vrai. Et cette fois, j'étais en Italie et en train de conduire près du lac de Gard. Et la police m'a arrêté et l'agent m'a demandé mon passeport. Je l'ai donné. Et puis, il m'a regardé et il m'a dit, mais vous êtes anglaise? Et j'ai répondu, oui, je suis anglaise. Mais vous conduisez une voiture à la main? Oui, je vis en allemand. Et alors, pourquoi parlez-vous italien avec un accent d'espagnol? Il m'a demandé. Et c'est vrai, j'ai un accent quand je parle français, quand je parle italien, j'ai l'accent espagnol. Alors que tu es anglaise à la base. Oui, oui, c'est un peu oublié mon anglais. Et nous, on va t'entendre bien sûr en français avec un accent espagnol, des fois peut-être italien. Peut-être. Oui. Alors, donc, j'informe également à toutes et tous que Rachel nous propose aujourd'hui son tout premier webinaire en français et Oui. avec son petit accent espagnol et peut-être des fois italien, elle nous transmettra toute la passion et la richesse de ses recherches en lien avec les neurosciences du coaching et la théorie du changement développée par Richard Boyatzis. Un grand merci, Rachel. Merci. Je te remercie aussi, Synergien aussi, d'être ici. Et oui, c'est une thématique très, très, très intéressante. Alors, Rachel Marie Paling. Rachel, ton histoire commence tôt, bien avant les salles de classe. Enfant déjà, tu alignais tes poupées et tes ours en peluche pour jouer à l'enseignante. Ce fil rouge de la transmission ne t'a jamais quitté. À 17 ans, après avoir déménagé en Espagne, il y a plus de 35 ans, tu donnais ton premier cours d'anglais à des adultes. Depuis, chaque étape de ta vie a renforcé cette vocation, enseigner, partager, transmettre. Étudiante adulte, Rachel, tu as repris les bancs de l'université, une licence en droit et en espagnol au Royaume-Uni avec mention pour ton espagnol oral, puis un master en droit de l'homme et démocratisation à Padoue en Italie et à Bochum en Allemagne. En 2003, te voilà qualifiée comme avocate au Royaume-Uni, mais plutôt que d'entrer dans les tribunaux, Rachel, tu as suivi un appel plus profond, celui d'unir le droit, les langues et la connexion humaine en une approche unique. En travaillant avec des dirigeants à travers toute l'Europe, Rachel, tu as constaté d'assez près les limites des méthodes traditionnelles d'enseignement des langues qui ne répondaient pas toujours aux besoins des apprenants. Alors, tu t'es formé au coaching professionnel et au brain-based coaching. Tu as expérimenté, cherché, testé et une question s'est imposée à toi. Je te cite. Et si l'apprentissage des langues pouvait être respectueux de notre cerveau, personnalisé et véritablement transformationnel. En 2012, cette vision est devenue réalité avec Neuro Language Coaching, une approche pionnière qui unit neurosciences, coaching et pédagogie, l'un des tout premiers programmes accrédités ICF pour enseignants de langue dans le monde. Et depuis, Rachel, avec ton équipe, tu as formé plus de 2000 enseignants à l'échelle internationale, créé des parcours avancés accrédités et certifié 35 formateurs habilités à transmettre cette méthode dans 12 langues différentes. Rachel,
Aujourd'hui, tu es coach certifié ICF MCC, donc master coach, mentor coach, superviseur de coach, titulaire d'un master en neurosciences appliquées et d'un master en neuroéducation et en neuropsychologie. Tu prépares un doctorat à la Case Western Reserve University à Cleveland dans l'Ohio, où tu es également doctorate fellow au Coaching Research Laboratory. On peut le dire, ton parcours est marqué et guidé par le courage et la création du droit aux langues, des salles de classe aux scènes internationales, toujours animées par une conviction forte, celle que l'éducation doit évoluer éclairée par le cerveau, guidée par le cœur à travers le coaching. Alors, tu es l'auteur de, alors je l'ai dit en traduction française, Grammaire adaptée au cerveau, neurolangage coaching, ça c'est édité en 2019, celui-ci en 2023, le langage coaching en action des supports adaptés au cerveau grâce au neurolangage coaching, et celui-ci, neurolangage coaching et l'apprentissage des langues respectueuses du cerveau, c'est la deuxième édition du livre qui a été édité en 2017 et celui-ci s'est paru en 2025. Alors Rachel, maintenant qu'on te connaît un tout petit peu mieux, qu'est-ce que tu pourrais rajouter pour qu'on puisse en savoir davantage sur toi? Peut-être que j'aime beaucoup les sports et surtout j'aime beaucoup le boxing. Le boxing, comme ça? Oui. Oui, comme ça. Je ne te vois pas, mais je l'imagine. Oui, oui. Donc, et donc, tu fais de la boxe? Normalement, j'ai un coach de boxe, mais je peux frapper, mais il ne peut pas frapper. Ah, Il doit avoir les mains pleines, comme ça. tu ne fais ça qu'avec un punching ball, si je comprends bien. Je l'ai aussi au jardin, j'ai un box-sac. Ok. Un sac de boxe. Oui. Et tu boxes en quelle langue, Rachel? Quelle langue? Toutes les langues. On fait le boxing en français, en espagnol, en italien, en allemand. Oui, oui. Alors, merci Rachel. Tu vas nous présenter Neuroéducation, révolutionner l'apprentissage. Qu'est-ce qui t'a poussé à nous présenter ce sujet plutôt qu'un autre? Je crois que vraiment c'est un sujet très important. Je crois que nous sommes dans un monde très intéressant maintenant. Il y a beaucoup de problèmes avec l'éducation. Il y a beaucoup de changements. Les enfants ont changé, les adultes nous sont changés. Et vraiment, on doit savoir comment enseigner et à s'adapter aux apprenants d'aujourd'hui parce que tout est changé. Après la pandémie, et on parle un peu de la pandémie, vraiment tout est changé. Et c'est crucial maintenant faire un changement de l'éducation. En tout cas, un grand merci Rachel. Moi, je t'invite à commencer ta présentation et moi, je m'éclipse et reste connecté vocalement comme d'habitude. Merci Yotis. Et je m'excuse les erreurs en français avant de commencer. Et on commence. Mais avant de commencer avec la présentation, je voudrais demander à tous les synergiens, est-ce que vous pouvez vous souvenir d'un prof ou un enseignant qui vous a le plus soutenu? Et si vous pouvez vous souvenir comment vous vous êtes senti, et gardez ça pour moi jusqu'à plus tard. Alors, on commence. Vraiment, on doit parler des impacts du COVID-19. Il y a beaucoup de recherches sur les impacts négatifs, l'augmentation de l'anxiété, les pertes d'apprentissage, les problèmes de santé mentale, des enseignants et des étudiants aussi, impact négatif sur le cerveau de l'adolescente et vraiment aussi l'augmentation de la violence envers les enseignants. Et on ne parle pas beaucoup des impacts du Covid. Et je crois qu'on doit parler plus de ça. Aussi, on doit savoir que l'enseignement est l'une des professions les plus exposées aux risques liés aux technologies d'aujourd'hui, d'apprentissage.
Et les enseignants, je crois qu'ils ont beaucoup de problèmes pour gérer des apprenants traumatisés. On sait que les anciennes méthodes ne fonctionnent pas. Et je crois qu'il y a un phénomène mondial de transformation, de mutation vers des éducateurs intuitifs. Alors, on doit parler des nouvelles technologies avec l'IA. Il y a beaucoup de recherches de ça. Aussi, les outils alimentés par l'IA. Tout le monde sait Duolingo, Babel, Elsa Speak pour les langues. Aussi, on doit parler des robots sociaux. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il y avait une expérience avec un robot dans la classe avec des enfants aux États-Unis. Et après 3-4 semaines, les enfants étaient ennuyés du robot. Et vraiment, les robots ne peuvent pas se substituer aux profs humains. Ça, c'est absolument vrai. Mais on doit adopter l'avenir parce que ça existe déjà. On ne peut pas changer la technologie. Et on doit relier la technologie à la dimension humaine. On doit utiliser peut-être les ressources que nous avons disponibles pour enrichir l'apprentissage, mais on doit ramener l'attention sur notre humanité et créer un processus d'apprentissage holistique. Et peut-être nous devons être conscients de notre rôle en tant que nouveau type d'éducateur. Mais on doit peut-être se demander qu'est-ce que la pédagogie? On a la définition, c'est l'art et la science de l'enseignement et de l'apprentissage. Et si on voit un peu la histoire de la pédagogie, on peut parler de la pédagogie traditionnelle, la Grèce antique, l'Europe médiévale, où nous avons la transmission du savoir, mais c'était avec les enseignants comme autorité. Je parle, vous écoutez. Mais après, les siècles 19e, 20e siècle, peut-être il y avait un peu de changement avec la possibilité de l'apprenant actif. Et nous avons vu l'émergence de l'éducation de masse, par exemple Froebel, le premier modèle du jardin d'enfants. Nous avons vu Maria Montessori en Italie, l'apprentissage pratique et dirigé par l'enfant. On a vu John Dewey, la psychologie de l'éducation, l'apprentissage expérientiel. Piaget, la théorie de développement cognitif. Et on peut parler de Vygotsky, le constructivisme social et la zone de développement proximal. Après les années 60, 70, 80, la taxonomie de Bloom, Brunet, qui nous a apporté l'apprentissage par découverte, l'étayage, Bandura, la théorie de l'apprentissage social, et aussi Schulman, avec la articulation entre maîtrise disciplinaire et méthode d'enseignement efficace. Après, nous sommes entrés dans les années 90, le décennie du cerveau. Et Damasio, qui apportait les émotions et raisons inséparables, Ledoux avec les circuits émotionnels du cerveau, et Hattie aussi identifié les stratégies pédagogiques les plus efficaces. Ainsi, le petit histoire, mais la pédagogie du 21e siècle, vraiment la pédagogie d'aujourd'hui n'est pas seulement l'art d'enseigner, mais davantage encore l'art d'éveiller le plein potentiel humain de l'apprenant. Alors, on doit parler un peu
de la neuroéducation. Né aux années 2000 à 2010, on a vu la croissance de la neuroéducation. À 2001, c'était l'initiative de l'EECD avec la recherche sur le projet de la science de l'apprentissage et du cerveau pour reconnaître le potentiel pour connecter la science du cerveau et l'éducation dans le monde entier. Nous avons eu le programme de Harvard. En 2007, la fondation de l'association de International Mind Brain Education Society. Et l'objectif, c'était créer un dialogue entre la neuroscience, la psychologie cognitive et la pédagogie, et relier la recherche en laboratoire et la pratique en classe. Depuis 25 ans, nous avons encore la demande de comment on peut relier la recherche en laboratoire et la pratique en classe. Nous devons nous former plus. Et vraiment, on peut parler aussi du Forum économique mondial de 2023 avec l'éducation 4.0. On peut trouver ici tous ces points, on peut trouver tous ces aspects avec le coaching. L'apprentissage personnalisé, accessible, inclusif, collaboratif, basé sur la résolution des problèmes et apprentissage tout au long de la vie, centré sur l'apprenant. C'est tous les aspects avec le coaching. Et je crois qu'on doit se concentrer, nous devons nous concentrer sur les solutions. Et personnellement, je crois que les solutions sont la métacognition, les neuros et le coaching professionnel dans l'apprentissage. Et on peut dire que le nouvel éducateur holistique du 21e siècle se forme avec toutes ces thématiques, et spécialement avec le coaching professionnel, les neurosciences, les sciences du cœur. C'est toi les plus importantes. La psychologie, l'intelligence émotionnelle, c'est tout en dedans. Alors, nous sommes peut-être dans un temps de la pédagogie en transition et on doit se demander comment le coaching professionnel peut être intégré à l'enseignement. Et le coaching comme partenariat, comme relation résonante, et on se parle après de la théorie de changement intentionnel de Prof. Boyatzis, le coaching suscite la réflexion, promeut un état d'esprit de croissance et favorise l'autonomie de l'apprenant et la prise de responsabilité. Et vraiment, les enseignants d'aujourd'hui deviennent les facilitateurs de la transformation. Mais on doit parler un peu des fondements théoriques du coaching, je crois. Et premièrement, on doit parler de la théorie de l'autodétermination. Vraiment, pour s'épanouir, nous avons besoin de satisfaire trois besoins psychologiques fondamentaux. L'autonomie, se sentir en contrôle de notre propre comportement et de notre objectif. Compétence, maîtriser les tâches et se sentir efficace dans l'interaction avec notre environnement. Et relation, ressentir un sentiment d'appartenance et de connexion avec les autres. Et vraiment, avec les besoins remplis, quand les besoins sont remplis, c'est plus probable que les personnes arrivent à expérimenter la motivation intrinsèque, le bien-être et la croissance personnelle. Et on peut ajouter la pyramide de Maslow et la auto-actualisation. C'est réaliser notre plein potentiel et vivre de façon authentique.
Il y a beaucoup de recherches, ici quelques recherches de la théorie de l'autodétermination, où on peut voir les résultats renforçant la motivation intrinsèque et vraiment favoriser un engagement accru dans l'apprentissage et les activités sociales. Après, on peut parler un peu de l'apprentissage autodirigé de Knowles, l'andragogie, où on peut parler de l'apprenant adulte, identifier ses besoins d'apprentissage. Les caractéristiques de l'apprentissage autodirigé, c'est l'autonome motivé, plan de ressources et réflexif. Et aussi la recherche qui confirme cette manière d'apprentissage. Après, on peut passer à parler de la théorie du changement intentionnel de Prof. Richard Boyatzis. Ici, il y a 5 étapes clés que chacun doit naviguer pour parvenir à un changement intentionnel et durable. La première étape, c'est reconnaître le soi idéal et la vision personnelle. Le deuxième, c'est le soi réel. Où est-ce que je suis maintenant? Comprendre mon état actuel et comprendre mes forces et mes faiblesses. La troisième étape, l'agenda d'apprentissage. Créer un plan pour combler l'écart entre le soi réel et le soi idéal. Et après, le quatrième, expérimentation et pratique. Et le cinquième, peut-être que c'est le plus important, les relations résonantes. Construire des relations de soutien qui apportent encouragement, retour et vision partagée. Et je dois dire que Richard Boyatzis, dans son livre de l'année dernière, Les sciences de le changement, parle de le soi idéal. Nos espoirs, nos rêves et notre profond sens de but sont les moteurs de changement et de l'apprentissage durable. Mais je voudrais faire une petite pause ici pour parler de la première recherche sur la neuroscience du coaching. Et c'était avec l'équipe de Richard Boyatzis, Anthony Jack, le neuroscientifique, Kawaja, Passarelli, Leckie, 2013. On avoue que le coaching n'est pas simplement un discours motivationnel, mais il y a des effets neuronaux mesurables. Et on doit se parler de les réseaux du cerveau. Parce qu'il y a 2 réseaux. Le réseau du mode par défaut, qui est activé lorsque les personnes sont guidées dans un processus de visualisation en pensant à leur soi idéal et à leur aspiration future. Et après, il y a le réseau orienté vers les tâches, activé lorsque les personnes se concentrent sur la résolution de problèmes, les contraintes ou les tâches analytiques. Mais ces 2 réseaux sont antagonistes. Ces 2 fonctionnent en opposition. Lorsque l'un est actif, l'autre tend à se désactiver. Et ça, c'est vraiment, pour nous, c'est crucial parce que le style de coaching est crucial pour le cerveau. Et les coachs et les enseignants doivent savoir comment aider les apprenants, les clients à basculer entre les 2 réseaux du cerveau, selon le contexte. Alors ça, c'était la recherche. Il y avait environ 20 étudiants et ils ont fait des sessions de coaching. La première, c'était pour articuler la vision personnelle. Et la deuxième, c'était centré sur la satisfaction des attentes, problèmes, des tâches. Et après avoir fait les sessions de coaching, on a envoyé des questions. Alors,
avec le coaching pour la vision personnelle, ils ont perçu comme davantage de confiance, de bienveillance et d'inspiration, mais le coaching centré sur les tâches, les attentes, les problèmes, ça a suscité des sentiments de culpabilité, d'obligation et une perception de dureté et d'agressivité. Ensuite, ils sont entrés dans le IRMF et on a présenté des clips vidéo de leur séance. Et là, on a pu voir l'activation du cerveau. Avec le coaching pour la vision, il était activé l'imagination visuelle, les zones de motivation, inspiration et la régulation parasympathique de la réponse au stress, le Default Mode Network, le réseau par défaut, et la part du cerveau social émotionnel. Mais avec le coaching sur les attentes, sur les tâches, sur les problèmes, il était activé la réponse au stress du système sympathique et de l'autoconscience. Après, en 2015, on a revu que vraiment le coaching avec compassion vers la vision personnelle, on peut dire que ça active le tracteur émotionnel positif. Il y en a nombré ça, le coaching avec compassion, mais le coaching centré sur la conformité, sur les problèmes, sur les tâches, ça active l'attracteur émotionnel négatif. Alors, si on voit un peu maintenant l'application de la théorie de changement intentionnel à la pédagogie et l'enseignement, nous avons dit qu'il y a 5 étapes. La première étape, le soi idéal, les enseignants doivent s'éloigner du soi prescrit. On doit se concentrer sur la vision de l'apprenant et non sur le devoir et le il faut faire. On doit faire coaching vers la vision pour changer la dynamique de l'apprentissage. On doit s'éloigner des lacunes d'apprentissage et inviter les apprenants à envisager leur soi idéal. Ça aussi avec l'état d'esprit de développement, et on se parle après avec la recherche de Carol Dweck. Ça, c'est la première étape, la soi idéal. Après, on doit évaluer le soi réel avec la métacognition, la rétroalimentation et encourager et accompagner les apprenants à évaluer leurs forces et leurs lacunes. Après, on doit remplacer les curricula rigides par des agendas d'apprentissage personnalisés et favoriser l'autonomie de l'apprenant. Après, on doit passer à l'expérimentation pratique, créer des espaces sécurisés et savoir gérer les états neurologiques, émotionnels liés à l'apprentissage et l'apprenant. Et vraiment, le plus important, c'est les relations résonantes. Les enseignants doivent cultiver des relations résonantes et le coaching aide ça. Avec l'écoute active, les questions puissantes, la présence de coaching, la rétroalimentation compatissante. Et vraiment, on doit savoir que la contagion émotionnelle existe. Et les enseignants résonants savent gérer leur propre contagion émotionnelle. Voilà, plus de recherches sur la théorie de changement intentionnel. Il y a beaucoup de recherches qui vérifient tout ce qu'on sait de cette théorie. Et en bref,
L'intégration du cadre de la théorie du changement intentionnel pour les enseignants veut dire que on doit s'orienter l'éducation vers un apprentissage centré sur la vision, avec les émotions et la cognition équilibrée, aider les enseignants à devenir des coachs et des catalyseurs et former des apprenants résilients parce que dans ces temps, il y a beaucoup d'incertitudes et on doit les aider à s'adapter à tout ce qui se passe aujourd'hui au monde. Mais on peut se demander alors, qu'est-ce qu'on est le coaching en éducation? Parce que il y a plus de 30 années que le coaching éducationnel a existé. Ça, c'est le coaching éducationnel, educational coaching, instructional coaching, plus de 30 années. Mais la différence, c'était le prof qui a reçu le coaching. Il y a beaucoup de recherches sur le coaching en éducation et la efficacité, les bénéfices et impact du programme de coaching et de mentorat, mais toujours c'était l'enseignant qui a reçu le coaching ou le mentorat. Ici aussi, la recherche sur le coaching en éducation, et c'est très efficace. Mais maintenant, je crois qu'il y a une nouvelle figure qui émerge. Et ça, c'est les enseignants qui maintenant s'y transforment en coach. Et je utilise le mot coacher, teacher, coacher. Et ça, c'est le changement, vraiment. Les profs deviennent le coach. Et ne se limite pas seulement à la transmission du savoir. Le rôle de coacher implique la mise en œuvre de compétences de coaching pour soutenir et aussi la fixation d'objectifs, la planification d'activités, la métacognition, la prise de conscience de soi. Et vraiment, c'est une nouvelle figure dans l'éducation. Mais comment le coaching améliore l'enseignement? Et nous allons un peu à la part pratique. Premièrement, on peut dire qu'on change la communication des enseignants avec le coaching professionnel. Parce que nous transformons la manière dont nous communiquons. On passe de la manière directive, mais avec la formation de coaching professionnel, nous passons à être plus non directif. Et vraiment, on doit savoir que la manière dont nous communiquons peut déclencher une réaction émotionnelle chez l'apprenant. Alors, avoir la conscience de savoir que tout ce que nous disons, il a un impact. Et vraiment, les compétences de coaching aident beaucoup à changer la manière de la communication, avec l'écoute active, les reformulations, la silence, les questions puissantes, la feedback positif, donner des repères, stimuler l'étayage, vraiment. La métacognition aussi, ça fait développer la conscience de soi chez l'apprenant et aussi parler du cerveau et des processus d'apprentissage avec eux. Et adopter un état d'esprit de coaching. On peut voir ici la définition de la Fédération internationale de coaching. Je vous laisse lire un peu cette définition.
Et j'aime beaucoup la réflexion, la curiosité, la régulation émotionnelle et l'humilité. Après, nous avons la définition de Bethany Peters, la combinaison intentionnelle et réfléchie de pratiques qui apporte clarté et pensée créative à un processus de croissance individuelle ou collaboratif. Et on peut parler un peu de Carol Dweck, qui a beaucoup de recherches de l'état d'esprit. En fait, elle avait écrit le livre Growth Mindset, je crois que c'était l'année 2012. Et j'aime beaucoup qu'elle a changé l'échec des enfants et le changement à dire pas encore, vraiment incroyable pour les enfants. Et la recherche où on a donné le message aux enfants de la neuroplasticité, qu'on peut changer le cerveau, on peut se développer. Et les enfants qui ont reçu ce message ont montré un net rebond dans leurs résultats scolaires pendant 2 années. Alors, le coaching apporte tout ça et aussi on peut changer la structure de l'apprentissage avec la fixation des objectifs, aussi la définition des actions, les activités déterminées par l'apprenant et les objectifs aussi définis par l'apprenant. Aussi, on doit parler de la motivation, l'engagement. Avec les questions puissantes, on peut susciter l'autonomie. Et vraiment, les conversations de coaching aident à comprendre comment apprendre à apprendre. Et vraiment, je crois que c'est la nouvelle ère pédagogique parce que les conversations de coaching peuvent être utilisées pour les blocages, les déclencheurs émotionnels. On a dit déjà l'engagement, la motivation, aussi la gestion du temps, la surcharge cognitive, l'apprentissage à apprendre, la fixation d'objectifs et la révision des objectifs aussi. Et vraiment, nous entrons dans la nouvelle ère pédagogique où les enseignants, en tant que créateurs de connexions de haute qualité. Et ça, c'est aussi la recherche de Case Western Reserve. Et je crois que les enseignants deviennent connexions de haute qualité avec le coaching, comment la manière de la communication dans la classe. Alors, nous sommes vraiment dans une ère et une pédagogie en évolution. Et le coaching, peut-être, c'est la manière de transformer comment nous transmettons le savoir. Toutes les approches neuro, l'intelligence émotionnelle aident. Et je crois que c'est fini le temps où les apprenants devaient s'adapter à l'enseignant. Et maintenant, nous entrons dans le temps où les enseignants nous adoptons aux apprenants. Et c'est très important aujourd'hui parce que les enfants d'aujourd'hui, ils sont différents. Et je veux finir avec la pédagogie adaptée et inclusive. L'accent est mis sur la réponse aux besoins diversifiés des élèves en modifiant les stratégies d'enseignement en temps réel et en ajustant les pratiques pour tenir compte des différences des apprenants plutôt que d'attendre de ceux-ci qu'ils s'adaptent à une approche unique et standardisée. Une démarche essentielle dans notre quête d'innovation pédagogique et d'adaptation de l'enseignement aux apprenants du XXIe siècle. Et ça, c'est le fin de la présentation. Alors, merci Rachel. On a quelques questions. Donc, on a Ghislaine qui nous demande combien d'élèves dans la classe?
Oui, ça c'est toujours le problème des systèmes d'éducation d'aujourd'hui. Et on doit changer le système vraiment. Et j'ai toujours dit que je crois que le système ne change pas, mais nous serons les profs, les éducateurs, les enseignants, nous serons qui changent le système. Et je crois que nous devons demander aux écoles, aux institutions, les universités de changer la manière des classes. On doit faire les groupes plus petits. On doit faire peut-être 10 en 10 en 10. Parce qu'il y a beaucoup des écoles ils ont 30, 35 enfants dans la classe. C'est absolument impossible. Vraiment, aujourd'hui, c'est impossible. Et plus il y a beaucoup de neurodivergence, neurodiversité, et si nous devons appliquer le coaching et le savoir du cerveau, on doit faire avec des groupes plus petits. Vraiment, je crois qu'on doit changer le système. Il y a Nancy qui nous dit super intéressant, je suis totalement d'accord, c'était le but de la réforme en compétences et la métacognition, ce qui n'a pas passé avec les syndicats et autres. Je ne sais pas dans quel pays se trouve Nancy, mais est-ce qu'il y a un pays qui est en avance par rapport à tout ça? Est-ce qu'il y a un pays plus avancé? On parle toujours de la Finlande. Et je crois que Finlande, c'est vraiment un exemple d'avancement. Mais je ne sais pas si vraiment c'est la neuroéducation qui s'applique au Finlande. Mais je crois qu'ils ont appliqué beaucoup de choses que peut-être les autres pays doivent suivre vraiment. Alors je dirais le Finlande, c'est l'exemple de l'éducation moderne. Alors, on a Gérard qui nous dit top présentation, mais comment en France, qui ne forme pas à la pédagogie, mais aux matières, donc français, anglais, maths, peut-on former au coaching les enseignants? Point d'interrogation. J'ai des cours en français. Alors, nous faisons la formation des profs en France. Je crois, je ne sais pas s'il y a, je sais qu'il y a l'ICF en France aussi. Je crois que je connais beaucoup de profs à Paris qui ont fait coaching par l'ICF. Ericsson Coaching aussi. On peut faire la formation de coaching, mais je sais que toujours c'est les profs, les enseignants qui font la formation. Et la dommage, c'est que les écoles doivent faire la formation des professeurs, de l'enseignant, je crois. Oui, normalement, c'est les enseignants privés qui font cette formation. Alors, nous demande Dominique, avez-vous des exemples concrets sur un changement de posture dans la façon d'enseigner et comment faire avec une classe lorsque cette classe a quand même 30 élèves? Oui, je sais que c'est très difficile, mais je parle toujours de quand on enseigne un groupe de 30 élèves, comment on peut arriver un peu parler de le coaching d'équipe. Comment peut la classe devenir une équipe de football? Et tous les élèves, comment se peut aider entre eux et vraiment faire le team coaching avec un groupe des élèves. Mais c'est très difficile. Alors, on peut passer un peu à voir, par exemple, Howard Gardner avec tous les styles d'apprentissage. Normalement, on peut faire des petits groupes dans la classe et après faire que tous les enfants viennent ensemble. Mais oui, c'est très difficile, mais on peut faire un peu la psychologie de
coaching d'une équipe et comment les élèves peuvent s'aider. How they can help each other. Comment on peut... Oui, c'est vraiment comme une équipe, former une équipe. Et je peux parler d'un exemple. J'avais une enseignante à Chili. Elle avait une classe de 30 élèves et elle a changé à être un facilitateur. Je ne peux le dire bien. Elle a passé à être le coach avec sa classe. Et elle a demandé, il y avait le curricula, les choses qu'on doit faire. Et elle a demandé à la classe, OK, ça c'est la curricula. Comment est-ce que vous voulez arriver à montrer que vous avez appris toutes ces choses? Alors, la classe, je crois que 25, 30 élèves, on a décidé de créer un magazine et la classe même a décidé laquelle écrire, comment faire tout le magazine. On a créé, elle a laissé à tout le monde à faire tout seul, elle seulement le coach, et s'il y avait des demandes, elle était là. On a créé le magazine et c'était avec beaucoup de succès que comment on dit, the newspaper. On a fait une interview avec les élèves et on a publié son travail. Et c'était incroyable, incroyable. Elle m'a téléphoné et vraiment, c'était un résultat incroyable. L'autonomie des élèves. On a aussi d'autres, alors il y a énormément de réactions. On a Fanny qui nous dit « Mon fils est en terminale cette année, une classe de 40 élèves. Les profs ont partagé leur désarroi, leur incapacité à enseigner à une classe aussi nombreuse. Heureusement, les enseignants de spécialité sont en classe, moins nombreuses. C'est terrible pour tout le monde. » Oui, oui, oui. Et pour les enseignants aussi, pour les apprenants. Et pour les enseignants, c'est terrible, absolument. Et je crois que les profs doivent parler avec les écoles pour s'organiser d'une autre mode, d'une autre manière, de faire les petits groupes, de faire peut-être un changement des profs et vraiment changer tout le système. On a besoin parce qu'il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui nombreux, problématiques, ils n'arrivent pas. Non, c'est pas, je crois que c'est pas les enfants, c'est le système qui n'aide pas et le système qui vraiment fait mal pour les enfants, vraiment. Et les enfants d'aujourd'hui sont très différents, très différents. Alors, je prends encore une réaction, mais je vous laisse réagir. Je laisserai Nefissa prendre vos réactions qui vont suivre. Donc, c'est Madeleine qui nous dit « Je suis prof et coach. Je ne suis plus la même prof depuis que je suis coach. Et c'est bien dommage, en effet, que ce ne soit pas dans la formation initiale des enseignants. » Oui, oui. Et je crois que ça doit être dans la formation des profs. Et j'espère arriver au jour quand on peut voir tout le monde le coaching comme formation des profs et d'enseignants. Absolument. Un grand merci Rachel pour cette présentation scientifique, humaine et innovante. J'aimerais également remercier Nefissa Karboul qui a répondu à toutes vos nombreuses questions techniques ce soir. Nefissa est ambassadrice coach Synergie pour la Tunisie et elle est également passe-présidente d'ICF Tunisie et experte du pôle événement chez Coach Synergie. Bonsoir Nefissa, alors comment ça s'est passé ce soir? Bonsoir Rachel, bonsoir Diotis, bonsoir toutes les synergiennes et synergiens. Non, ça va, ça s'est bien passé, malgré la nouvelle plateforme.
Donc, il y a pas mal de commentaires à ton égard, Rachel, de la part de Virginie. Super sujet, très instructif. Merci à Rachel. Marie, merci, hyper intéressant. Sonia, super webinaire, top pour débuter la saison. Marqué, merci beaucoup pour ce sujet très intéressant. Donc, c'est des compliments à ton égard. Et ça défile en ce moment. Présentation de grande qualité de la part de Christine, très intéressant de la part de Benoît. Bravo Rachel, merci de l'avoir fait en français de la part de Cécile. Et ça continue, ça continue. Oui, vous êtes très très nombreux. Alors il y a passionnant de Christine, il y a merci très intéressant. Il y a tant à faire pour nos enfants, dit Isabelle, et ça s'enchaîne. Et un grand merci pour ton français, nous dit Olive. Voilà, merci Rachel de montrer l'exemple également. Voilà, un grand merci Nefissa. Nous vous remercions d'avoir assisté à ce webinaire. Nous espérons qu'il vous sera utile et qu'il nourrira votre réflexion ainsi que vos pratiques autour de l'apprentissage en nous appuyant sur les apports des neurosciences et en cultivant l'autonomie, la réflexivité et la compassion. Nous contribuons à ouvrir pas à pas des voies d'apprentissage plus respectueuses du cerveau, plus humaines et à accompagner le développement potentiel de chacun. Alors, si la réponse est oui et que le webinaire vous a plu, vous nous mettez un petit like, un petit cœur, vous nous partagez cela, vous augmentez nos niveaux d'ocytocine et de dopamine pour qu'on puisse continuer à vous apporter encore plein de webinaires comme celui-ci. Et de la part de toute l'équipe de Coach Énergie, je vous dis un grand merci. Et si, bien évidemment, vous voulez être informé de la suite de ce qui va se passer sur notre chaîne YouTube, tout simplement, vous cliquez sur la petite cloche. Alors, rayonnement, synergie, ouverture, bienveillance, partage, coaching, transparence, liberté, robustesse, émergence, tous ces mots définissent nos actions. Ils définissent également notre vision qui est que notre communauté francophone participe activement et internationalement au rayonnement du coaching et puisse ainsi contribuer à l'émergence d'un monde meilleur. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une excellente soirée où que vous vous trouviez. Et Rachel, je te laisse le mot de la fin. Merci à tout le monde. Merci à Coach Synergie. Vraiment, je suis très, très, très optimiste et je crois que nous pouvons créer un monde mieux. Et je crois que l'éducation, c'est vraiment importante. Et le coaching dans l'éducation, c'est peut-être une manière d'aider le monde d'aujourd'hui. Vraiment, les communications compassionnantes, avoir beaucoup de cœur, savoir optimiser le cerveau et savoir se communiquer avec compassion, avec vraiment, est très, très, très importante aujourd'hui. Merci. Un grand merci Rachel, un grand merci Nefissa. Un grand merci à vous toutes et tous. Au revoir.